Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre série de podcasts Le Point J. L'objectif avec cette série est d'informer, d'échanger et de partager des expériences enrichissantes avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect essentiel de notre bien-être quotidien, l'impact du sport et de la danse en particulier, sur notre bien-être psychologique et la santé mentale. Une étude de l'université de Harvard a montré que l'exercice régulier peut réduire les symptômes de dépression et d'anxiété jusqu'à 47%. Une autre étude a révélé que les personnes qui pratiquent une activité physique régulière présentent un niveau de bien-être psychologique supérieur de 30% à celles qui ne font pas de sport. L'activité physique stimule en effet la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui agissent comme des antidépresseurs naturels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités pour échanger autour de ce sujet passionnant. Coralie Lessard, sociologue du sport, enseignante chercheuse à l'université IFEPSA ECO, spécialiste des pratiques sportivo-artistiques, notamment le hip-hop, mais aussi des hommes dans des sports dits féminins et des femmes dans les sports dits masculins, et des effets de l'activité physique adaptée qui nous offrira son expertise. Bonjour Coralie. Bonjour. Et nous avons également Pauline Chevelon, assistante de direction sportive et pratiquante régulière de J-Dance Fitness, qui nous offrira son témoignage poignant en nous parlant des épreuves de vie qu'elle a surmontées grâce à la danse et au sport. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça, c'est une super intro, hein. Vraiment bravo. Justement, on va démarrer avec une question assez simple à toutes les deux et on va commencer, si vous le permettez, par Pauline. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de qui tu es, tout simplement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où viens-tu? Bien du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille qui va avoir 1 an. Donc je suis assistante de direction dans le milieu du logement social. C'est déjà pas mal, ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Même question pour toi, Coralie. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, donc je suis sociologue en STAPS. Et donc l'étude des activités physiques et sportives m'intéresse particulièrement. Dans ces domaines d'intervention, j'étudie le sport santé, mais aussi, donc, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, la place des hommes dans les pratiques féminines et inversement, et les danses dites urbaines. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'évidemment, nous, ici, on est le Point J, c'est autour de J-Dance Fitness. Et J-Dance Fitness, alors on accueille essentiellement des femmes quand même, mais on a beaucoup de profs garçons aussi, et qui, notamment moi, mais je suis pas le seul, qui parfois ont l'impression d'être des hommes dans un milieu de femmes, donc des hommes sportifs dans des pratiques féminines. Après, on verra, on en reparlera, mais on verra qu'avec les danses urbaines et le hip-hop et le breakdance en particulier, c'est un petit peu différent. Pauline, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours personnel avec le sport ? Oui, bien sûr. Moi, la danse, ça a toujours été un sport que j'ai adoré depuis que je suis petite. J'ai commencé un peu, je pense, comme beaucoup de petites filles, par la danse classique. Et finalement, je me suis tournée vite vers la danse jazz et contemporaine quand j'étais ado. J'en ai fait très longtemps et après, quand j'ai commencé mes études sup, j'ai dû arrêter. Mais très vite, c'est revenu à la charge, en fait. Dès que j'ai trouvé un boulot et que je me suis débloqué un peu de temps, j'ai retrouvé des cours de danse. Et en fait, c'est assez rigolo parce que finalement, le sport, quand on est à l'école, ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, je détestais ça. Et en fait, petit à petit, dans ma vie d'adulte, j'ai commencé à faire beaucoup de sport et pas que de la danse. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la course à pied, ça je continue encore beaucoup. J'ai fait de la boxe, du crossfit, du VTT. Voilà, le sport est hyper important pour mon équilibre de vie, en fait, aujourd'hui. C'est peut-être une question, peut-être que Coralie, tu pourras peut-être un peu nous éclairer là-dessus, parce que finalement, il y a un rapport assez négatif du sport avec l'éducation nationale. Je ne veux pas balancer directement tout. L'éducation nationale, c'est pas du tout le fond du sujet. Ouais. Mais en tout cas, l'approche qu'on peut peut-être en avoir quand on est un petit peu plus jeune, et finalement, adulte, quelque chose de beaucoup plus apaisé avec la relation au sport. Oui, du coup, ça dépend des élèves en tant que tels, puisque il y a des élèves, l'EPS permet beaucoup d'apprentissage, notamment l'apprentissage à la citoyenneté, au lien social, au respect de certaines valeurs, etc. Et permet par ailleurs de découvrir plein d'activités physiques et sportives qui, autrement, les élèves, de par des disparités sociales, n'auraient jamais eu accès. Donc, de ce point de vue-là, ça peut créer des vocations chez certains qui vont ensuite, en fait,
faire la passerelle avec les clubs et s'inscrire dans les clubs du territoire parce qu'ils ont découvert à l'école telle ou telle pratique physique ou sportive. Après, c'est vrai qu'on est sur des âges où, notamment à l'adolescence, au niveau du lycée notamment, où il y a une désinfection des adolescents pour les pratiques physiques et sportives en général. Ça, c'est quelque chose qu'on observe sociologiquement et c'est peut-être aussi à relier avec des questions un peu plus psychologiques. Donc là, moi, je ne suis pas très, très spécialiste au niveau de la psycho puisque je suis dans sociologie, mais où, en fait, il y a une transformation du rapport au corps et du coup, à l'école, au lycée, etc., on est sur des pratiques imposées et mixtes. Donc ça peut poser question et expliquer pourquoi certains élèves sèchent les cours quand arrive le PS. Et cette notion aussi d'effort qui peut être compliquée à cet âge-là où les hormones travaillent, où les jeunes sont très fatigués aussi par ces changements corporels et que des fois les adultes ne comprennent pas, mais tu es jeune, pourquoi tu dis que tu es fatigué, tu es en pleine force de l'âge, mais non, en fait ils sont fatigués pour de vrai et donc la charge mentale des études plus le sport imposé sur des pratiques qu'ils n'ont pas forcément choisies parce qu'elles sont au programme peut poser dans certains cas problème. Là, je vais revenir sur une petite chose que tu as dite à l'instant. Tu as dit que tu étais sociologue et pas psychologue. Alors, pour que tout le monde, dès le début de ce podcast, soit au courant, c'est quoi finalement la différence ? Eh bien, la différence, c'est qu'en psychologie, on va vraiment analyser l'individu en tant que tel, avec ses émotions, etc. Alors que le sociologue est plus sur l'analyse des organisations. Des groupes, en gros ? Des tendances, oui. C'est ça ? Ok, ouais. Ce qui n'empêche que lorsque tu fais une étude sociologique, il y a une part de psychologie de masse quand même ? Alors, il peut y avoir dans certains courants, effectivement. Mais c'est vrai que des fois, c'est bien la pluridisciplinarité puisque les deux sciences peuvent expliquer des mêmes phénomènes. On peut étudier un même objet, mais avec un angle de vue différent, tout simplement. D'accord. Et pour revenir sur la notion de plaisir, on sait que l'effort, a priori, l'effort, c'est pas quelque chose de particulièrement plaisant. La plupart des gens n'ont pas spécialement très envie de beaucoup travailler ou de faire des centaines de pompes. Et pourtant, on a réussi à transformer l'effort physique du sport en quelque chose de très très plaisant, notamment par la danse. Je recentre un tout petit peu sur la danse. Ton expérience, toi, Pauline, avec la danse, finalement, tu dis gamine, danse académique. Et ensuite, tu es revenue quand sur la danse ? Je suis revenue quand j'ai commencé à travailler, en fait. Donc, j'avais la vingtaine, en fait. Et du coup, j'ai recommencé un peu par des cours tu vas rire, mais des cours de Zumba. Ah non, je ne vais pas rire. Et puis après, j'ai retrouvé une asso à Saint-Barth pour faire du modern jazz. Ok. Et puis, en fait, la J-Dance, je commençais à connaître un peu. Par bouche à oreille, et puis j'avais vu, je sais pas depuis combien de temps vous êtes à Decat, mais j'avais vu passer les cours et en fait l'année dernière j'y ai repensé et je me suis dit mais faut que j'essaye quoi. Bonne découverte. Ouais, super découverte. Oui, si t'es là, c'est que ça. En fait, c'est super chouette la J-Dance parce qu'on peut y aller un peu quand on veut. Et du coup, moi, pour ma vie perso avec les enfants et la vie pro, en fait, c'est le combo, quoi. C'est le combo gagnant parce que si jamais je loupe un lundi, parce que je suis souvent élève du lundi, je peux y aller un autre jour. Ouais, la flexibilité. La flexibilité est chouette et en fait, j'avais aussi un peu envie de légèreté et le fait de pas avoir ce fameux gala de fin d'année, même si c'est chouette aussi de montrer ce qu'on fait à l'année. Mais j'avais envie de légèreté et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé quand je suis arrivée dans ton cours. C'est quand je suis arrivée, forcément, les premiers cours, on me dit toujours c'est compliqué, mais c'est normal. Et en fait, moi, j'avais la banane et j'étais là, je suivais, je dansais, je rigolais en fait, même si je me plantais, parce qu'il y avait tellement une énergie et une positivité dans le cours que ça m'a plu tout de suite, quoi. Et donc toi, Pauline, aujourd'hui, comment tu fais le lien entre ce bien-être psychologique et le sport aujourd'hui, la J-Dance ? Qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui finalement la danse d'un point de vue psychologique et bien-être ? Beaucoup de choses. Comme je disais, ça apporte beaucoup de légèreté en fait après une journée de boulot pas toujours simple ou les petites galères de la vie en général pas toujours simples. Ça permet de complètement se déconnecter en fait.
et en même temps de se connecter à autre chose avec la musique, se reconnecter à son corps aussi. C'est vrai que même en cours, tu nous le dis des fois, n'hésitez pas à vous toucher. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on n'ose pas, alors qu'en fait, c'est notre corps, quoi. Et ça fait du bien aussi, parce que en fait, tu en as parlé aussi tout à l'heure, Coralie, mais en fait, avec les différentes étapes de la vie, avec les hormones, etc., qu'on soit un homme ou une femme, notre corps, il évolue. Et même quand on a la trentaine, en fait, après une grossesse, moi j'ai eu 2 enfants, et après chaque grossesse, mon corps a évolué. Et, c'était pas toujours évident de se le réapproprier. Et la danse, ça m'a vachement aidée, en fait, pour ça. Ça m'a permis de vraiment mieux me sentir mieux dans mon corps et me sentir féminine et femme, en fait, surtout. Parce que quand on devient maman, on est un peu trop maman et on a besoin de se ressentir femme. Et la danse, ça m'a beaucoup aidée aussi. On a discuté un petit peu en off tout à l'heure avec Coralie notamment, on a parlé de charge mentale. Alors aujourd'hui c'est c'est devenu un peu un terme un peu fourre-tout, malheureusement on entend beaucoup parler de ça et parfois à tort à travers, mais pourtant il y a une réalité, notamment en tant que femme, je pense, très personnellement, je le dis moi en tant qu'homme, je pense que vous vivez différemment les choses et vous subissez aussi la charge mentale différemment. On pense vraiment que le sport et la danse en particulier, c'est un vrai exutoire en l'occurrence pour se vider de cette charge mentale. Comment est-ce que tu le conçois toi, au jour le jour ? Oui, moi je pense que c'est le sport en général, ça aide beaucoup à faire le vide. La danse, c'est sûr. Et puis comme je le disais tout à l'heure, moi je fais aussi beaucoup de courses à pied. Et surtout en pleine nature, j'adore. Et en fait, je trouve que ça remet bien les idées en place, quoi. Je cours, je mets un peu de musique et je repense à pas mal de choses. Et je me dis, ok, ça c'est pas grave, ça je peux le faire à tel moment. Ou en fait, je me réorganise un peu. Et en fait, ça va mieux, j'arrive à ma séance et c'est bon, quoi. Je relativise. Peut-être rebondir un petit peu là-dessus, Coralie. Oui. Là, en fait, vas-y, je te laisse, au contraire, vas-y. Oui, parce qu'en fait, de la danse fitness, on est dans un contexte de pratique qui nous fait oublier l'effort. Concrètement, c'est motivant, il y a une musique entraînante, il y a l'attachement au professeur, cette bonne ambiance, cette création de liens sociaux fait que on oublie qu'on est en train de faire de l'effort. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Il n'y a pas que du fitness, mais il y a aussi la danse qui rajoute une dimension d'expression de soi à travers le mouvement dans cette pratique qui est à prendre en compte. Donc ça permet notamment la libération des émotions, ça permet de s'exprimer. C'est un moment de respiration, d'extériorisation de toutes les tensions qu'on a accumulées durant la journée. Et du coup, on a envie d'y retourner après. Parce que on ressent ces effets rapidement. Et donc, c'est un système de récompense. Donc après, on est motivé. On se dit, vivement la semaine prochaine, parce que c'est mon temps à moi. Donc, ça nous sort de notre quotidien. Et ça permet, dans certaines mesures, vraiment de se libérer du temps face aux contraintes, quelles qu'elles soient familiales, se libérer de la charge mentale professionnelle ou familiale, même si, parfois, celle-ci nous rattrape quelquefois et qui nous fait parfois aussi louper des séances. Voilà, donc ça c'est important parce que ça a un impact positif sur la santé mentale. C'est la Haute Autorité de santé qui le dit. On relève des améliorations au niveau des fonctions cognitives. Ça améliore le sommeil, donc on est plus en forme, donc on est de meilleure humeur, donc tout se passe mieux en fait. Et parallèlement, elle réduit les symptômes de l'anxiété et de la dépression. C'est prouvé. Et c'est tellement prouvé que j'en ai fait également moi-même l'expérience si je sors de ma casquette de sociologue. Tu peux. Puisque à un moment donné, les séances de psy, je ne voyais plus d'effet, si à part sur mon compte en banque. Et je me suis inscrite à la danse, pas qu'un cours par semaine, j'en ai fait beaucoup. Et ça a changé en fait mon rapport à moi-même en fait, et à mes émotions, et ça m'a permis d'aller beaucoup mieux. Et rapidement en plus. Donc j'ai vraiment, moi, personnellement, vécu ces effets positifs de la danse.
Je rebondis, je vais un peu endosser ma casquette de préparateur physique et de coach sportif. On sait que le sport en général, l'activité physique, est un excellent antidépresseur. Ça, tu l'as dit. La danse en particulier, avec ce rapport au corps. Et puisqu'on est un peu plus dans l'intime, je crois savoir, Pauline, que toi, tu as vécu tu as des périodes de vie un peu plus délicates et la danse, a priori, t'aurait aidé beaucoup à sortir de ça. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus ? Ouais, tout à fait. Ouais, c'était il y a 5 ans. Ça a commencé un peu en 2018. En fait, j'étais avec une personne depuis 5 ans. Je voyais ma vie avec cette personne. Elle m'avait demandé en mariage. On était en train de construire notre maison et puis je suis tombée enceinte de mon fils en fait à l'été 2018 et en fait petit à petit malheureusement notre relation s'est dégradée avec le papa et le papa est parti en fait après la naissance de mon fils, 15 jours après en fait sa naissance. Il a fait son sac et il m'a dit en fait c'est plus possible. Du coup là ça a été une épreuve très très difficile pour moi. J'ai vu mon monde s'écrouler. Ma vie qui était toute tracée et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Je suis avec mon petit garçon là, mon petit bébé. Donc c'était vraiment très dur et du coup j'ai vécu une grosse dépression. Je l'ai su après. Bon, je savais que j'étais pas bien, mais j'avais pas mis ce mot-là sur mon mal-être en fait tout de suite, même si j'ai été voir une psy aussi. Et c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidée. Et notamment, la danse, ça m'a libérée d'être dans un autre contexte, justement comme tu le disais tout à l'heure, en fait, de mettre de côté le pro, le perso, et d'être dans un autre environnement avec des personnes qui n'ont rien à voir avec la vie de tous les jours. Ça fait beaucoup de bien. Et en fait, ça m'a aussi... j'ai eu un sentiment un peu de liberté finalement, parce que je me suis sentie un peu emprisonnée et abandonnée le jour où ça m'est arrivé. J'ai eu un gros choc émotionnel et le fait d'aller à des cours de danse ou d'aller courir de temps en temps, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de bien-être incroyable. Merci déjà, on savait que c'était un témoignage assez poignant. 15 jours après la naissance d'un bébé, j'imagine pas. En fait, j'imagine pas vraiment ce qu'on peut ressentir, mais ça doit être très compliqué, très difficile. Et puis derrière, il y a probablement une espèce de durée, d'étape de deuil, j'imagine, quand même, qui doit être relativement... Ouais, ça a été compliqué. Après, malheureusement, je m'y attendais un peu, vu que la relation se dégradait. Donc, je m'y étais un peu préparée, mais malgré tout, c'est un coup de massue, quand même, qu'on se prend. Et ouais, c'est dur, et ça... Déjà que je suis une personne qui n'a pas trop confiance en moi, alors là, du coup, ça m'a remis une petite couche. Et c'était compliqué, mais heureusement, j'étais bien entourée. Et en fait, mon fils, ça a été ma force finalement, parce que ma psychologue me demandait souvent, vous êtes sûre que ça va, que vous arrivez à gérer et que c'est pas trop compliqué. Je dis mais non, en fait, c'est grâce à mon fils que je me lève le matin. Et puis après, tout mon entourage m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi mon mari actuel 5 mois après. Et il a été incroyable en fait. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit t'as vu mon expérience actuelle, je suis en train de vendre ma maison, j'ai un petit garçon de 5 mois. Il m'a dit ouais, mais moi c'est toi plus Hugo, il y a pas de question en fait. C'est beau. Ouais, c'est beau, vraiment. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus. Souvent, on a des femmes, là je parle vraiment uniquement des femmes, qui culpabilisent un peu de prendre du temps pour elles, notamment lorsqu'elles ont des enfants. Ça t'a pas fait cette impression-là de dire, je laisse, entre guillemets, ma vie privée et mon enfant pour 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine Si. C'est clairement un truc qui revient souvent. Encore aujourd'hui ? Ouais, même encore aujourd'hui, quand je laisse mon mari avec ma fille le lundi, j'ai toujours ce petit truc, du coup je les laisse. C'est difficile de prendre du temps pour soi finalement ? Ouais, c'est difficile, mais c'est vrai que c'est assez personnel parce que mon mari, il me pousse à fond à le faire et il me dit mais vas-y, il faut prendre du temps. Et avoir le soutien. C'est hyper important. Ou même des fois, quand à l'inverse, je lui dis est-ce que je peux aller boire un verre avec mes copines ou mes collègues, il me dit mais oui, vas-y. Je dis oui, mais il faut s'occuper des petits et tout. Mais c'est pas grave. Et lui, en fait, au contraire, il est heureux d'avoir ce moment-là avec les enfants aussi, en fait.
Mais ouais, c'est pas toujours évident. Moi, je me rends compte en tant que prof parce que j'ai des témoignages beaucoup de mes élèves et beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Moi, évidemment, j'aurais plutôt tendance à dire de toute façon, tu l'imposes. Tu dis le lundi, il est à moi et puis c'est réglé, c'est comme ça. Mais je sens bien qu'il y a une forme de culpabilité. Est-ce que c'est pas là, je me tourne un peu vers Coralie. Est-ce que c'est pas quelque chose de typiquement féminin? Parce que moi, qui fréquente aussi les garçons dans le milieu du sport, en l'occurrence de la musculation, côté un peu, assez machiste même, carrément. En musculation, c'est pas tout systématique, mais en tout cas, c'est un petit peu différent comme ambiance, on va dire ça. Je rencontre jamais ça. Je rencontre jamais un garçon qui me dit moi, je veux pas que je rentre trop tard, ou là, je culpabilise un petit peu d'être là ce soir en muscu parce que j'ai mon fils à la maison. J'ai jamais rencontré ça. Oui, c'est culturel, c'est totalement culturel. Les hommes vont moins se poser, en grande tendance, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais vont moins se poser la question, effectivement. Alors que la maman dans notre société doit prendre en charge, s'occuper des enfants, etc. Même si heureusement on va vers une société où les tâches sont de plus en plus partagées et ça évolue en fait. Donc ça c'est une bonne chose, mais pas dans toutes les catégories sociales et pas partout. Donc ça c'est important. Et puis il y a aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à en avoir, et pour qui les activités physiques viennent combler un vide dans leur existence, viennent combler un manque. Et là aussi, on en parle très peu de ces cas de figure, mais ça peut aussi être vraiment un vrai soutien. Un vrai soutien en fait psychologique, ou des femmes qui ont subi des traumatismes, des agressions, etc. Où en fait la danse leur permet de se réparer psychologiquement. Et ça c'est vraiment très important parce qu'en plus on est dans un cadre en sécurité avec un professeur qui est professionnel de l'encadrement, qui est souvent diplômé, etc. Donc c'est rassurant, c'est une approche où il y a le respect du corps, etc. Donc c'est vraiment une modalité de pratique très intéressante. Donc non seulement ça permet de se réparer psychologiquement, mais ça permet de se réparer physiquement. Parce qu'il y a des personnes qui se sont, on va dire, laissées aller dans leur déprime, etc., qui se sont, qui ont beaucoup grossi, par exemple, qui se sont vraiment laissées aller, et l'activité physique vient aussi les réparer. Réparer leur image de soi. Et puis aussi, il faut savoir que la Haute Autorité de Santé explique que la pratique régulière d'une activité physique, comme la danse fitness fait partie, permet l'amélioration nette de la condition physique. Je pourrais revenir après pour expliquer tout ça. Ça, c'est super intéressant, c'est clair. Et donc, ça permet de réparer les corps et aussi de prévenir de la survenue de pathologies, notamment chroniques, comme par exemple les cancers, etc. La remobilisation, par exemple, des femmes après un cancer du sein, eh bien, l'activité physique vient prévenir le risque de récidive. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà. Alors, Coralie Le Sart va devenir notre meilleure commerciale, je crois. Parce que c'est incroyable, tout ce que tu dis est vrai, évidemment, et sourcé, évidemment. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois à quel point l'activité physique en général et la danse en particulier sont importants pour la santé physique comme mentale. C'est d'ailleurs intéressant ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que effectivement, sans être maman, mais ça permet de se réparer, c'est le mot que tu utilisais, la danse permet de se réparer. Est-ce que, maman ou pas, les femmes n'auraient pas justement tendance à s'imposer beaucoup de choses, beaucoup de difficultés? Alors peut-être tu dis c'est sociétal, tu as probablement raison, et probablement aussi psychologique. Par exemple, moi j'en ai beaucoup autour de moi qui se disent il faut absolument que je reçoive parfaitement mes invités, il faut que Noël soit parfait, il faut que l'anniversaire de ma copine soit le plus fabuleux du monde. On entend beaucoup moins d'hommes parler comme ça. Il y a cette charge mentale féminine, elle est beaucoup plus forte, je pense. Après, probablement que dans les commentaires, on aura des gens qui viendront nous dire bah non, moi je suis un mec et voilà, on a toujours des exceptions. Tout aussi exigeant. Oui, tout aussi exigeant, ouais. Mais moi je peux voir de mon expérience et des généralités un petit peu qui sont quand même assez intéressantes parce qu'on les constate
probablement tous quand même. Voilà, en tout cas, c'est très, très, très intéressant. Tout à l'heure, Pauline, tu as parlé d'avoir un enfant, ça t'a remotivé, donné quelque chose dans la vie, t'apporter un but. Finalement, on va aussi chercher ça dans une activité artistique ou sportive, c'est d'avoir un but, quelque chose, un objectif finalement. Même si on le ressent moins en J-Dance Fitness parce qu'on est plus dans quelque chose de très loisir, mais c'est quand même des objectifs perso aussi. Il y a ça qui est apporté par la danse et le sport. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est des objectifs. Faire du sport. En plus, comme tu disais tout à l'heure, Coralie, c'est plus on en fait, plus on a envie, plus on a une motivation et du coup, ça, ouais, c'est un but en fait. Et notamment la J-Dance, le but c'est de réussir à faire toutes les chorés. Alors ça, je vais particulièrement, plus généralement en danse, parce que Coralie, moi j'ai fait mon curieux sur tes réseaux un petit peu, et j'ai vu que tu pratiquais beaucoup, on en avait déjà parlé, mais tu pratiques beaucoup de danse, en l'occurrence c'était du dancehall. Oui. C'est du dancehall. Dancehall et puis afrobeat. Dancehall, afrobeat. Et bravo d'ailleurs, parce que j'ai vu des vidéos très, très bien où tu danses extrêmement bien. Il y a vraiment, il y a l'objectif aussi de performer, de cet objectif de performance. Alors ça revient à ce que tu viens de dire en fait. Tout à fait. Et cet objectif-là, il fait du bien à la tête ou au contraire? Parce que moi j'entends beaucoup de gens dire non, moi j'ai pas envie de me contraindre. Ouais, mais ça c'est... Je pense que c'est personnel, ouais. C'est soit on se prend la tête et c'est dommage. C'est dommage. Soit comme je le disais, moi les premiers cours, forcément je connaissais aucune choré, mais c'était génial en fait de voir toute l'énergie et l'ambiance autour de soi. Et je pense que c'est un peu comme tout en fait. Si on le prend avec un peu plus de légèreté, on se bloque moins et finalement on finit par y arriver. Donc il y a un aspect que tu viens d'évoquer, que vous avez évoqué plusieurs fois et sur lequel j'aimerais bien que vous vous exprimiez, c'est que finalement, en fait, la danse, un sport, ok, mais surtout une activité sociale, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, on voit on ressent l'énergie, on voit les autres, etc. Et est-ce que ça passe, alors ça passerait presque au-dessus du reste, c'est-à-dire de rencontrer des gens, d'être avec des gens, de faire des choses en groupe. Comment est-ce que vous le percevez, cette notion de lien social ? En fait, on ne se revoit pas forcément à l'extérieur, toujours, même si parfois il existe des lieux où les gens vont créer des liens sociaux plus durables et plus forts et vont se revoir à l'extérieur pour des activités sociales autres que la danse ou dans un autre contexte comme les soirées, etc. Donc ça existe. Mais je pense que c'est aussi au moment de la séance, comme tu l'expliquais très très bien tout à l'heure, c'est l'échange d'énergie. C'est-à-dire c'est que sur le moment, c'est vraiment un moment de bien-être, de lâcher prise, où on reçoit de l'énergie positive à travers justement le professeur qui nous donne son énergie, l'énergie des uns et des autres qui sont à côté de nous et c'est très très motivant en fait. Et ça c'est vraiment très important. Et en plus la spécificité dans la danse fitness, c'est que c'est un espace différent des associations classiques de danse où la moyenne d'âge reste assez jeune. Concrètement, là moi où je me suis orientée, on est sur de jeunes adultes. Alors que là, danse fitness, c'est plus ouvert, c'est pour tous. C'est à la fois pour les jeunes, pour les mamans, pour les mamies. Donc c'est intéressant en termes d'espace de sociabilité intergénérationnel. Alors je ne dis pas que là où je suis, c'est pas intergénérationnel, c'est un peu moins intergénérationnel. Mais là, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la danse fitness, en fait. Parce que c'est vraiment accessible à tous, alors que là où je suis, c'est déjà un peu plus technique. Donc ça peut mettre des barrières, en fait, à certaines personnes qui soit sont jeunes, mais ont des difficultés techniques dans la danse, ou des personnes un peu plus âgées qui n'auraient pas forcément de difficultés techniques, mais auraient peut-être plus de difficultés à se dire est-ce que je suis vraiment à ma place parmi ces jeunes parce que je n'ai pas l'âge, alors que oui, il n'y a aucun problème, c'est tout le monde, mais c'est dans la tête encore une fois. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, c'est que je pense que tout le monde se sent à sa place et donc se sent bien en fait pendant la séance. Alors que c'est parfois un frein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, alors c'est pas des pratiquants justement, ils me disent bah oui mais moi j'ose pas, je vais peur du jugement, du regard. Comment est-ce que vous interprétez ça? Et toi Pauline par exemple, comment est-ce que tu as pu le vivre les premières fois, le regard des autres? Au contraire, je crois que j'en avais parlé avec toi déjà Flavie, mais en fait pas du tout, je trouve, dans la J-Dance, on s'en fiche en fait, je pense. Et justement le fait qu'il y ait aussi cette intergénérationnalité, c'est que
c'est chouette parce que en fait c'est ça, qu'on soit très jeune ou un peu moins jeune, en fait on fait le même cours, on participe au même cours, et non, moi j'ai jamais ressenti un regard particulier et en même temps en fait j'ai jamais fait attention parce que je m'en fiche, je vis à fond mon cours. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, non, il n'y a pas de jugement en fait, absolument aucun, mais souvent on a cette peur un petit peu, ça peut se comprendre aussi qu'on ait un peu peur de, comme on ne connaît pas encore, qu'on va se sentir peut-être moins fort, parce qu'on l'est au départ, entre guillemets. C'est vrai. On l'est, en tout cas, on est moins calé mais sur... Mais c'est pas comme justement dans les associations, on est des plus petits groupes aussi, et en plus, souvent, la prof a tendance à faire des petits groupes pour travailler sur un mouvement. C'est différent, là, l'approche est forcément, différente. On se sent vachement regardé. Mais à la J-Dance, c'est pas le cas du tout. En fait, on est là pour... Je précise que nous, au contraire, on est très contents quand les gens font différentes activités. J-Dance et par exemple cours de danse, mais que l'objectif, il n'est pas tout à fait le même. Oui, voilà, et c'est que ça. Dans un cas, on a un objectif aussi de performance véritablement. C'est-à-dire un gala ou une démonstration, bref, peu importe. En tout cas, une envie d'évoluer, de progresser, qu'on ressent un tout petit peu moins en danse fitness, même si au final, après on se met ses objectifs perso et on se dit, là, il faut absolument que j'arrive à faire cette choré, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Mais c'est personnel et c'est différent, du coup, le challenge n'est pas le même. Ouais. Et moi, de mon expérience à moi, aujourd'hui, je vois quand même des groupes extrêmement bienveillants. Hein. Mais vraiment, c'est des groupes très très bienveillants, et l'intergénérationnalité joue beaucoup. Ça joue énormément. Hier, une petite anecdote perso, hier j'ai 3 personnes qui sont venues d'une association de danse qui est en ce moment en vacances, parce que nous on a cette chance de continuer tout le temps, et elles sont venues pour faire un cours, et c'est une de mes élèves les plus âgées, je vais citer son prénom, je sais que ça ne gênera pas, c'est Odile, qui se trouve tout au fond, qui a été les voir parler, qui leur a dit non, vous allez voir, c'est super, c'est génial, et elle s'adressait à des gens qui avaient probablement la moitié de son âge, et c'est peut-être même un peu plus, et c'était hyper mignon, hyper intéressant, et en même temps ça met en confiance. On débarque dans un groupe et on a une petite dame qui vient nous voir, qui est très forte, attention, je dis petite dame, c'est pas péjoratif du tout, parce qu'elle est très très forte, et qui vient nous voir et qui dit bienvenue, ça va bien se passer. Cette intergénérationnalité joue beaucoup, je pense, dans le rapport social, dans le lien social, et pour éviter justement le jugement. Et pour rebondir sur ta question initiale, pour que je réponde aussi, oui. Une des explications que je vois, moi, aux personnes qui hésiteraient en fait à venir, parce que peut-être elles estiment qu'elles n'ont pas la condition physique suffisante pour pouvoir réussir à suivre. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que ça a été prouvé par la Haute Autorité de Santé que l'exercice physique, comme la danse fitness, c'est une pratique modérée, donc qui n'est pas là pour vous blesser, et que les exercices permettent d'être plus endurants, donc va améliorer votre capacité cardio-respiratoire, et donc va diminuer votre essoufflement, parce que ça, c'est un gros problème, l'essoufflement. Il y a des personnes qui disent « Ah ben non, de toute façon, moi je vais essouffler tout de suite, je ne vais pas réussir à suivre ». Mais en fait, c'est en faisant cette activité physique-là que vous allez retrouver ou développer donc, des capacités respiratoires. Aussi, ces exercices vont renforcer tout ce qui est musculaire, va augmenter votre force, votre puissance, donc l'endurance musculaire aussi sur la durée. Et enfin, ça permet aussi d'améliorer l'équilibre. Donc pour tout ce qui est prévention des chutes, etc., ça va maintenir dans la bonne santé le plus longtemps possible, en plus des exercices d'assouplissement qui sont là aussi pour améliorer donc, la coordination des gestes, etc. Donc en plus, ça peut avoir un effet positif sur le statut pondéral, puisque quand par exemple il y a des personnes qui maigrissent beaucoup, souvent, elles maigrissent en muscles aussi, en même temps. Et ça, c'est pas bon. Quand on fait un régime, il faut penser que c'est très important d'avoir de l'activité physique à côté pour ne pas perdre trop de muscles, pas de perte de masse musculaire lors d'une perte de poids. Donc ça, c'est important. Et enfin, même pour ceux qui veulent maigrir, parce qu'ils se trouvent en surpoids, évidemment, le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc, il y en a qui se disent, je vais faire de l'activité physique pour maigrir, et puis ils se rendent compte que leur poids ne baisse pas autant qu'ils le souhaiteraient. Mais ça, c'est tout à fait normal par rapport à ce que je viens de dire juste avant, mais que l'activité physique va vous
faire perdre du poids si à côté il y a une alimentation où on réduit modérément l'alimentation. Et là, du coup, ça va avoir un effet positif sur la perte de poids, cette activité physique. Et ce qu'on observe aussi sur la perte de poids, c'est beaucoup au niveau de la ceinture abdominale. En premier, c'est là où on va perdre beaucoup. Et où en fait on va avoir une sensation de maintien qui va nous encourager parce qu'on va ressentir un peu ses abdos à l'intérieur, etc., sa ceinture abdominale. On va perdre très vite des tailles de tour de ventre notamment. Et donc ça va avoir un impact esthétique réel qui joue aussi dans la motivation, donc dans le maintien de l'activité physique. C'est un cercle vertueux, hein, vraiment. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut rentrer dans ce cercle vertueux. C'est-à-dire que tant qu'on est sédentaire, on se dit je suis sédentaire, donc je ne suis pas en forme, donc physiquement je ne peux pas faire du sport. Hein. C'est vraiment tout le paradoxe. Alors que c'est à ce moment-là justement qu'il faut se mettre à une activité physique pour les bénéfices que tu viens de citer de façon excellente d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en tant que coach, j'aurais pas dit mieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Est-ce que d'entrer dans l'activité physique par l'art, en l'occurrence la danse, c'est pas quelque chose de très positif justement. C'est peut-être plus simple de se dire je vais faire une activité artistique plutôt que de dire je vais faire une activité physique. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, ça permet d'oublier l'effort. Ouais. Beaucoup plus que juste une activité physique sportive où ça peut être un peu plus compliqué. Notamment, je pense aux salles aux salles de sport, où il y a plein de gens qui prennent un abonnement. Et puis, combien de discours, de témoignages vont dans ce sens ? J'ai payé pour rien, je ne suis pas allé à la salle. Parce qu'on est là et on ressent en fait la souffrance de l'effort. Alors qu'avec le côté artistique, l'ambiance, l'énergie, on oublie qu'on fait l'effort et du coup ça passe mieux. En musculation notamment, on a tendance à dire il faut garder l'élève pendant 3 semaines. Et on sait qu'au bout de 3 semaines, il va tomber accro à ses endorphines. C'est-à-dire qu'en fait, il va tomber accro au sport et à l'effort, etc. Parce que forcément, il y a des mécanismes en fait hormonaux qui se mettent en place de récompense notamment, mais aussi de soulagement de la douleur. Les endorphines, c'est ça, et dont on tombe accro et rapidement on a besoin de cette sensation-là. Mais il nous faut du temps. Et c'est ce temps en fait qu'on peut gagner, entre guillemets, en faisant passer ça sous forme de jeu. C'est le principe du sport-jeu qu'on retrouve dans la plupart des sports, ou sous forme d'art et d'objectifs particuliers artistiques qu'on retrouve sur l'aspect théâtral. On en parlait tout à l'heure de la danse, en fait, qui est celui de rentrer dans un personnage. Mais c'est vraiment, je pense, moi, personnellement, en tant que prof de J-Dance, c'est vraiment le point fort. C'est-à-dire que les gens viennent à la base pour une activité artistique, danse, etc., pour un peu le côté, je vais me remettre un petit peu en forme, et restent parce qu'en plus, il y a un apport physique, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent complètement pour dire, moi, je vais faire une activité physique, et finalement se prennent de passion pour l'aspect danse, et se disent, non, en fait, c'est bon, je suis une grande danseuse et je vais m'éclater. Alors, tout ça, je le dis de façon un petit peu rigolote, mais c'est ce que, en tout cas, moi, je veux que mes élèves pensent. C'est-à-dire, je veux qu'ils se disent, ouais, ça y est, j'ai la possibilité de faire et je vais m'éclater, quoi. En tout cas, merci pour les éclaircissements scientifiques, vraiment super intéressant. Là, je vais revenir un petit peu avec Pauline. Comment est-ce que tu as intégré J-Dance Fitness, là, en l'occurrence, depuis quelques mois ? Parce que ça fait relativement peu de temps, en fait. Hein. Ouais, je suis arrivée en janvier, en fait. C'est ça. Là, pour ceux qui nous écoutent, on tourne là en début juillet 2024. Et donc, ça fait 6 mois, en gros. Comment est-ce que tu as intégré ça dans ta routine quotidienne ? Comment est-ce que tu as amené ça ? Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps ? Ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai recherché un cours de danse fin d'année dernière. Et puis, du coup, comme je disais tout à l'heure, je me suis reconnectée et je me suis dit, mais attends, il y avait les cours de danse là, au Pont de C, à Descartes, faut que j'essaye, faut que je regarde. Et du coup, je me suis inscrite. Et en fait, j'ai adhéré tout de suite. Je suis rentrée à la maison et puis j'ai dit à mon mari, non mais c'est génial, faut que je continue. Enfin, j'avais la banane et je lui ai dit, ça donne la pêche, ça m'éclate. Même si je connaissais aucune choré, je me suis éclatée quand même. Et il y a eu des mouvements que j'ai réussi à faire quand même. Et c'est ça aussi que je peux témoigner aussi aux personnes qui
qui pourraient redouter et se dire bah non, ça c'est pas fait pour moi, il y a beaucoup trop de chorégraphie, je vais jamais y arriver. Mais si, en fait, faut s'accrocher. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de s'accrocher. Moi, je suis devenue accro hyper vite, en fait. C'est mignon, merci. Et du coup, dès que je peux y aller une deuxième fois, c'est rare, mais dès que je peux y aller une deuxième fois par semaine, j'y vais en courant, quoi. En fait, c'est génial. T'as pas besoin de rester motivé, j'allais dire, ça te... Non, pas du tout. Ouais. Et puis je pense qu'il y en a certaines qui se sont inscrites avec une copine et c'est aussi la copine qui les motive. Oui, si elles bien viennent sûr. pas, elles se disent je sais pas si je vais y aller sans toi. Et moi non, je me suis inscrite toute seule et j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment toute l'énergie, comme on disait tout à l'heure, qui fait que je suis là. Après aujourd'hui, je me suis liée aussi un peu d'amitié avec certaines, mais même si elles sont pas là ou si je viens un autre jour où justement elles viennent pas ce jour-là, c'est pas grave. T'as réussi à créer des liens amicaux assez ouais. facilement. Bon, déjà, toi, tu es une personne assez avenante, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, j'aime bien rencontrer du monde en général. Et j'ai créé quelques liens avec des filles. Ouais. Donc c'est chouette. Tout à l'heure, Coralie parlait un petit peu de lien social, même parfois à l'extérieur de l'activité sportive. Ça vous est arrivé ou si vous l'avez envisagé éventuellement de vous voir en dehors, de prendre un verre? On l'a envisagé, parce que il y a Anaïs, pour ne pas la nommer, qui fait aussi un peu de course à pied. Du coup, on a aussi échangé sur ce deuxième sport qu'on aime bien toutes les deux. Et il n'est pas impossible qu'un jour on aille courir ensemble ou boire un verre. Je pense. Alors, en théorie, normalement, ici, on est sur un cadre quand même assez sympathique. Ici, on est au cœur du village de Cattelon-des-Poncés. Normalement, dès fin juin, début juillet, on fait quelques étirements un peu à l'extérieur, un peu de stretch, ou juste les gens ramènent un petit pique-nique le samedi midi, etc. Là, il pleut. Donc voilà, depuis des semaines, donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que ça fait aussi partie un petit peu du jeu, complètement. On va revenir un peu sur le bien-être mental. Est-ce que vous auriez, alors je pose la question un petit peu à tout le monde, est-ce que vous auriez des conseils peut-être à donner sur comment surmonter ces périodes difficiles? C'est quelqu'un qui traversera en ce moment une période un peu compliquée. Quel conseil vous pourriez lui donner? Pas forcément uniquement lié au sport ou à la danse, mais en général. Qu'est-ce que vous leur diriez? De nous écouter déjà? Ouais, nous écouter. Je pense qu'il faut... Alors, certes, il y a des moments où on a besoin de se retrouver soi. C'est important. Mais je pense qu'il faut aussi savoir s'entourer et bien s'entourer. C'est vraiment les personnes qui vous apportent le plus de positif dans votre vie et qu'il faut ramener auprès de vous. Et malheureusement, c'est aussi dans ces moments-là où, entre guillemets, on fait un tri et qu'on se rend compte qu'il y a des personnes peut-être toxiques dans notre vie et qu'il faut les mettre de côté. Et moi, par rapport à ce qui m'est arrivé là, il y a 5 ans, il y en avait qui me disaient c'est un mal pour un bien. Alors sur le coup, ça fait mal à entendre. Mais en fait, c'est vrai. Ce que j'allais te demander en fait. Est-ce que finalement, c'était pas la meilleure chose qui te soit arrivée à ce moment-là? En fait, aujourd'hui, je remercierais presque je remercie même le papa de mon fils parce que on a maintenant une relation assez cordiale et il s'occupe très très bien de son fils. On a réussi à trouver un bon équilibre. Mon fils, il est hyper heureux dans sa vie. Il dit aujourd'hui qu'il a 4 parents. Enfin, c'est hyper chouette. Et moi, sans ça, je sais pas si je serais autant heureuse aujourd'hui, en fait, parce que j'ai rencontré un mari extraordinaire. J'ai eu une petite fille aujourd'hui avec lui. Donc, en fait, des fois, la vie nous met sur notre chemin des obstacles, mais c'est pour, en fait, mieux rebondir et c'est comme ça qu'on se construit en fait. Je vais poser la question à tout le monde ici autour de cette table parce qu'en fait finalement c'est aujourd'hui une grande question qui peut revenir assez régulièrement. Moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis également papa d'une grande fille qui a bientôt 20 ans mais qui a eu 2 parents séparés dès le début et comme toi finalement. Et moi je suis effectivement plutôt d'accord avec le fait que si ça ne convient plus, si la relation ne convient pas, finalement passer cette période compliquée et parfois très compliquée, c'est un mal pour un bien, parce que c'est l'expression que tu as utilisée. Et pourtant sur les réseaux notamment, pas que, on peut en discuter autour de nous, parfois on entend des avis divergents qui disent qu'il faut se maintenir le couple coûte que coûte, notamment pour les enfants. Alors là,
Je vais même m'adresser à Flavie et Louise, parce que si vous avez envie évidemment de vous exprimer à ce sujet-là, ou peut-être même de partager votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr. Moi, pour ma part, j'ai mes parents qui sont séparés et divorcés, donc depuis l'âge de mes 10 ans. Et au début, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'on idéalise beaucoup cet amour parental et le fait d'avoir son papa et sa maman heureux, amoureux, etc. Et en fait, moi, je me suis vite rendu compte que finalement, ce qui importait, c'était de voir sa maman heureuse et épanouie et son papa heureux et épanoui. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu un choc, mais après, avec la maturité et l'expérience, font que, voilà, aujourd'hui, ce qui importe, c'est que tout le monde soit heureux et bien. Et donc, moi, c'est tout ce qui compte. Ah bah non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Moi, j'ajouterais que oui, certes, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des séparations qui sont un peu trop abruptes, qui sont dommages, en fait. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui abandonnent vite. Mais moi, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai tout fait à l'époque pour récupérer ma famille. Et voilà, j'étais prête à faire beaucoup de concessions, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que voilà, heureusement finalement. Ouais, heureusement, quelque part. Parce que je me dis, est-ce que j'aurais été pleinement heureuse ? Est-ce que j'aurais réussi à refaire confiance pleinement au papa de mon fils ? Pas sûr. Enfin, est-ce que les concessions, finalement, n'auraient pas été trop importantes Donc, je pense qu'il y a quand même on peut pas tirer des conclusions hâtives, en fait, sur certaines expériences des gens. On connaît pas tout le fond et je pense qu'il faut pas... Exactement, c'est-à-dire que c'est difficile de donner un conseil général à tous les gens qui vont pas bien, parce qu'en fait, les périodes difficiles sont plurielles et peuvent être d'origines différentes. Ça peut être, on a développé un cancer ou la maladie du conjoint qu'il faut aider, la perte d'un proche, des traumatismes divers et variés, vivre dans un contexte de violence au pluriel, psychologique, physique, etc. Donc, en fonction du contexte dans lequel on se trouve et qui nous rend dépressifs et qui nous rend malheureux, eh bien, c'est important de garder espoir. Bon, c'est facile à dire, hein, mais d'avoir toujours en tête ses objectifs, en fait, de remplacer les idées négatives par des idées positives en se disant « je vais y arriver, je suis déterminée, je ne vais rien lâcher et je vais me reconstruire ». Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et trouver en fait les outils qui vont permettre de se reconstruire. Et donc, la danse fitness, les activités physiques en général font partie de ces outils. Et donc, on n'est pas là pour donner particulièrement un conseil, en fait, parce que déjà, voilà, en fait, on est plus là pour échanger sur des expériences et puis sur des domaines d'expertise aussi, hein, parce que là, en l'occurrence, on parle à des professionnels, mais... c'est vrai que moi je vois beaucoup malheureusement un peu dans mes cours des gens qui disent bah voilà, chez moi ça va pas du tout, ça continue à pas aller du tout, mais c'est pas grave, ça va un peu mieux pour moi 2 heures par semaine. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage ça aussi finalement? Est-ce qu'il faut pas utiliser ces 2 heures par semaine qui nous rendent heureux pour trouver la force de changer les choses chez soi? Alors c'est un peu facile de dire ça, hein, c'est un peu facile, voilà, c'est vraiment toujours un peu simple, mais est-ce que dans le sport et dans la danse, on peut pas trouver l'énergie pour finalement changer les choses chez soi? C'est-à-dire que là, je suis en train d'inverser le truc, hein. C'est pas que ça va mal et qu'on se met à la danse pour aller mieux. C'est qu'on fait une activité qui nous fait du bien et qui nous donne l'énergie, et notamment le lien social. Je pense que les amis qu'on se fait, les gens qu'on rencontre, et les conseils qu'on rencontre à droite à gauche, et les expériences. Là, en l'occurrence, ton expérience, Pauline, elle est super positive. C'est que, en gros, ce que tu nous dis, c'est que tu es heureuse. Bah oui, totalement. Voilà. Alors que, franchement, le début de l'histoire, elle est moyen rigolote. Bah ouais, non, c'est pas simple. Et il y en a beaucoup qui me disent waouh, mais comment t'as fait? Bah ouais, j'ai fait comme j'ai pu, mais... Puis on n'a pas le choix, je pense. Hein. Ouais, moi c'est vraiment, je me suis dit, bah non, faut que je me relève, en fait, il n'y a pas le choix. Moi, je voulais rebondir par rapport à ça, Pauline. Quand on connaît une phase de mal-être, de solitude, etc., j'imagine qu'on a tendance à se refermer sur soi-même, et donc le lien social, c'est peut-être un peu compliqué. Comment tu as retrouvé cette motivation? Est-ce que ça a été un déclic, ou est-ce que ça a été plutôt compliqué au début de dire bon allez voilà, il faut que je me reprenne en main, il faut que je ressorte de chez moi, il faut que mon cercle social
Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident au départ. Il y a eu des moments où je me suis un peu refermée sur moi-même, mais comme je le disais, c'est important aussi de se recentrer un peu sur soi, parce que des fois, quand on est à fond tout le temps, même quand on va bien, des fois, c'est important d'avoir des moments pour soi. Mais je pense que j'ai été bien entourée et le déclic s'est fait naturellement, en fait. Mais, le temps, en fait. Ouais, après, il faut se donner du temps aussi. C'est important d'aller vers ce qui nous donne envie, de ce qui nous plaît, en fait. Dans ces moments-là, on se dit, qu'est-ce qui pourrait me rendre un peu mieux ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi ? Se poser rien que cette question-là, et puis ensuite faire en fonction, quoi, et se donner les moyens d'y aller. Évidemment, quand on est en surpoids, moi, ça a été un frein pour moi au début. Je me dis, j'aimerais bien reprendre la danse, ça fait tellement d'années que j'ai arrêté, mais j'étais vraiment en surpoids. Pour vous donner un exemple, il y a 9 mois, j'avais 14 kilos de plus. Au niveau de l'essoufflement, etc. J'ai tout vécu, hein. C'était très compliqué. Mais après, ça revient, en fait. Il faut se donner du temps et puis de ne pas être trop dur avec soi-même et se dire que ça va se faire avec le temps. Donc là, c'est ton expérience personnelle là, qui parle, en l'occurrence, Coralie. C'est intéressant. Donc, tu avais pris du poids ou tu... Oui, suite à 3 grossesses successives, des grossesses arrêtées à 3 mois, les unes après les autres. Et donc j'avais pris du poids avec ces grossesses qui n'ont jamais été à terme, plus les traumatismes psychologiques qui ont suivi. Et puis ma psy, pour la petite histoire, l'anecdote, a lâché l'éponge, a arrêté son activité. Et donc, il fallait que je recommence à zéro après, auprès d'une autre psy, raconter toute ma vie, me faire connaître, etc. Et j'ai pas eu envie. Et je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais reprendre la danse. Voilà. Et ça m'a permis tellement d'extérioriser, de m'exprimer, etc., que ça m'a permis de me reconstruire dans ces 2 aspects psychologiques et physiques. Puisque aujourd'hui, je suis très contente du résultat dans ces 2 aspects de la vie. Et tu avais arrêté longtemps ? Comment ? Ah oui, j'avais arrêté assez longtemps parce que pendant ma thèse de doctorat, c'était très compliqué de tout faire en même temps. Parce que j'étais professeure aussi à l'université à côté, donc je travaillais et en plus je faisais ma thèse. Et je donnais des cours, mais quand on donne des cours, on n'est pas vraiment dans l'activité complète. Je donnais des cours de danse, en fait, pardon, excusez-moi, je précise, des cours de danse hip-hop. Et puis, je faisais un peu d'autres sports aussi, parce que comme toi, j'aime beaucoup de choses. Mais voilà, la danse, c'est vraiment spécifique, en fait, parce qu'on peut exprimer quelque chose. Et la différence avec un cours classique, danse fitness, qu'on disait tout à l'heure que c'était intergénérationnel, etc., c'est moins porté, à l'inverse des cours en club, sur des chorégraphies extrêmement compliquées, difficiles d'accès, en fait. Là, c'est quand même plus accessible. Faut pas se dire je vais jamais y arriver. Non, en fait, c'est fait exprès pour que tout le monde y arrive à un moment donné, parce que vous accompagnez bien, en fait, les personnes dans leur progression. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mélanger les genres, et les genres aussi un petit peu sur l'aspect chorégraphique et musical. Mais l'idée, c'est de mélanger les genres et puis de dire, après, tu fais ta danse à toi. C'est la grosse différence, en fait, avec un cours de danse plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire rentrer les gens dans un style, alors que c'est excellent pour faire progresser dans un style. Nous, au contraire, on dit tu fais ta danse à toi, tant mieux s'il y a beaucoup d'amplitude, tant pis s'il y en a un peu moins, tant mieux si tu es physiquement explosive ou si tu es un peu moins. Ça n'a pas d'importance. C'est pas le but, c'est qu'on soit ensemble et qu'on danse ensemble. Et c'est vraiment la grosse différence, effectivement, avec ça. J'avais une question pour toi, Coralie. On avait une question, c'était en gros, quelles étaient l'expérience de transformation personnelle que tu avais, toi, pu observer autour de toi, mais finalement, c'est ta propre expérience, en fait, qui parle le mieux. Et là, c'est bien, c'est l'avantage de ce podcast aussi, c'est qu'on se rend compte que vous avez toutes les deux surmonté aussi des épreuves difficiles de la vie grâce au sport et grâce à la danse. Donc merci pour ce témoignage. Franchement, de rien. Vraiment, c'est super intéressant, vraiment super intéressant pour nous. C'est alors j'allais dire la bonne surprise, mais c'est peut-être un peu trop positif par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais en tout cas, c'est bien pour nous. C'est intéressant que vous ayez toutes les deux, en tout cas, ces expériences-là. Tout va bien aujourd'hui pour toutes les deux, d'ailleurs ?
Oui. Ouais, ça va. Ouais. Ouais, Ça a l'air. Hein. Je précise, ça, c'est une question rhétorique parce que j'avais un peu la réponse, mais ça a l'air d'aller bien. Et comment est-ce que vous envisageriez, de ne plus avoir d'activité physique ou artistique dansée? Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable pour vous? Pas du tout. Enfin, tu vois, j'étais pas très bien il y a une dizaine de jours. J'ai pas pu venir à la J-Dance et je pouvais plus faire grand-chose à la maison. Et c'est fou parce que des fois, quand on n'est pas bien, on a aussi des idées où je me disais, j'avais tellement de courbatures, je me suis dit, mais si un jour je ne peux plus rien faire, mais là, ça va, je peux pas en fait. C'est surtout le sport, c'est tellement une bouffée d'oxygène pour moi que si un jour j'avais plus de jambes ou plus de bras, ou je sais pas comment je ferais. C'est les JO très bientôt, et juste après les JO, on n'en parle malheureusement pas assez, mais il y a les Paralympiques juste après derrière, qui sont quand même des belles preuves que même diminué physiquement, on peut continuer une activité physique qui fait du bien à la tête. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le sport, le handisport, et vraiment, c'est des leçons de vie. Hein. C'est des leçons de vie. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les malvoyants, non-voyants en judo. C'est une grande leçon de vie. On se plaint de nos petits problèmes. Déjà, ça nous permet de beaucoup relativiser. Et puis surtout de voir que le handicap n'est pas forcément un frein à toutes les activités physiques. Donc, tout à fait. Je rassure tout le monde ici autour de cette table et ceux qui nous écoutent normalement, même si on a des gros problèmes dans la vie, on peut continuer une activité physique et sportive normalement. Et toi, Coralie, est-ce que tu envisagerais aujourd'hui ta vie sans la danse ou sans le sport? Quelque part oui, parce que j'habite assez loin d'Angers, et si je reprends le projet de devenir maman, etc., ça pose la question, parce que déjà ça pose la question du moment de la grossesse. Quand on est sur des grossesses à risque où on ne sait pas si on peut faire de l'activité physique ou pas parce qu'on est grossesse à risque. Et puis le après, en fait, quand il n'y a pas de famille autour de soi parce qu'on a déménagé pour le travail et que du coup il n'y a pas de solidarité familiale pour ensuite aider à garder les enfants, etc., ça pose des questions et ça peut faire un peu peur. Après, il y a toujours des solutions, mais là, il va falloir trouver des solutions financières, en fait, qui peuvent aussi être des freins. On parlait de freins juste avant. De faire garder les enfants, ça a un coût. Est-ce qu'on peut supporter ce coût? Voilà, donc il y a toutes ces questions qui se posent et qui peuvent être un peu angoissantes à l'idée de devoir réduire, voire d'arrêter l'activité physique. Est-ce que, c'est une petite question subsidiaire par rapport à ça, est-ce que finalement, en fait, on n'a pas une sélection un peu sociale en danse? Et je pense que là, tu en connais un rayon là-dessus, parce que tu as des différents types de danse qui, justement, socialement, sont marqués différemment. Mais là, en l'occurrence, si on est une maman, si on doit, seule, en l'occurrence, ou pas, même d'ailleurs, si on doit faire garder des enfants, si on doit prendre du temps sur soi, en plus de son travail, etc., il y a une sélection sociale, quand même, qui doit se faire. Même le prix des cours, ne serait-ce que ça. Bien sûr, et c'est pas pour rien qu'il y a une reprise de l'activité physique chez les femmes à partir des âges un peu plus avancés. Ouais. Une fois que les enfants ont grandi, etc., c'est à ce moment-là qu'on voit sociologiquement un retour des femmes aux activités physiques et sportives. Donc le temps et l'argent. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a des, c'est un peu dommage. Et puis de vouloir se maintenir en bonne santé aussi pour pouvoir s'occuper des petits-enfants. Ah oui. C'est vrai. C'est un des exemples que je cite, moi, lorsqu'on fait des flexions complètes. Je dis, imaginez que maintenant vous devez jouer avec votre enfant ou votre petit-enfant, et puis comment est-ce que vous allez faire? Voilà. C'est un exemple que je cite. Et c'est un peu dommage. Est-ce que alors ça dépend des danses, j'imagine, mais il y a certains types de danses qui sont marqués très différemment socialement. Je crois que tu as étudié ça, notamment par rapport aux danses hip-hop. Les danses hip-hop, bien entendu, c'est beaucoup plus jeune que les danses latines, de couple, etc. Bien entendu. Et que dans ce fitness, où là on disait tout à l'heure que c'était intergénérationnel, je ne reviens pas dessus. Mais oui. Et sur l'aspect social, niveau social, j'allais dire, il y a des grosses différences aussi. Je pense, pour avoir bien connu le hip-hop, qu'on est plus dans des situations sociales un peu plus compliquées, on va dire, des gens qui font le hip-hop. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué, ça? Oui, parce qu'en fait, ça s'est développé dans les clubs, dans les associations de danse, alors qu'avant, c'était plutôt autodidacte dans des espaces publics ou des salles privées, etc., où les femmes ont toujours été bien accueillies, finalement, mais c'est compliqué d'aller dans ces espaces de sociabilité, notamment quand on est une femme et qu'on vit dans un quartier.
pour les questions de réputation, etc. Même s'il ne se passe rien, que la personne se comporte très bien et que les garçons qui sont présents se comportent très bien aussi, c'est le regard après de la communauté qui peut impacter. En fait, à l'époque, je parle à l'époque où il n'y avait pas ces cours de danse, où il fallait rentrer dans des crews, des groupes, etc. C'était un peu plus compliqué pour certaines filles et par rapport aux questions culturelles aussi. Donc voilà, donc il y a une démocratisation de ces danses, des danses hip-hop au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'une danse hip-hop, et on retrouve davantage les femmes dans les danses debout des danses hip-hop. Donc le locking, la house, new style, popping, etc. Là, on les retrouve davantage que dans le breakdance, où là, c'est vraiment une entrée beaucoup plus physique, technique spectaculaire, j'entends, parce que la danse debout, c'est aussi technique, même si on trouve des jeunes filles qui font du break, bien entendu, mais elles sont minoritaires dans un milieu très masculin. Et puis, le break... Voilà, il y a aussi cet aspect compétitif qu'on retrouve moins les femmes, en fait. On retrouve moins les femmes dès qu'il y a cette notion de battle, de compétition, etc. Que ce soit dans tous les sports, sociologiquement, c'est prouvé. On retrouve moins les femmes dans les activités compétitives. Sauf peut-être dans les danses de salon, de couple, c'est vrai. Où là, on a une mixité presque parfaite, puisqu'il faut un homme, une femme. C'est vrai. Et qu'il y a certaines danses qui sont affiliées à la Fédération française de danse parce qu'elles ont cette dimension sportive de compétition. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, notamment sur le hip-hop. Alors, moi, j'ai vécu un petit peu l'inverse. Je me permets de mettre mon expérience. C'est-à-dire qu'en tant qu'ado des années 90, j'ai utilisé le hip-hop pour m'exprimer en danse, mais à la base, je venais plutôt du jazz. Alors, pas du tout de façon académique, puisque en tant que petit garçon, non plus ado, mais petit garçon des années 80, l'idée n'a absolument pas traversé l'esprit de mes parents, ni même le mien, de me mettre à la danse. On m'a mis au judo. J'adore le judo, je suis très, très content. Par contre, mes sœurs étaient à la danse, mais j'étais passionné de danse, peut-être plus que mes sœurs d'ailleurs, et j'étais vraiment pas passionné de danse. Mais c'était compliqué en tant que garçon, par contre. Tu vois, là, par contre, le hip-hop dans les années 90 qui arrive via le break, parce que c'est le break qui est impressionnant, mais pas seulement, parce que moi j'étais plutôt un new style popping que break, m'a permis en tant que garçon cette fois de dire regardez, je danse aussi. Et c'était vraiment une porte ouverte sur la danse pour les garçons, sans avoir cette inquiétude un petit peu de perte de virilité ou de jugement, en fait. Alors c'est ce qui en soi un peu bête, parce que c'est pas parce que tu danses le jazz que forcément, ou même le classique, que tu perds en virilité. Mais en tout cas, c'était le jugement de la société qui était un peu comme ça, et le regard. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est mon expérience perso. C'est aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'arrivée des danses hip-hop, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas fait ce métier-là et j'aurais pas fait ce parcours-là, clairement. Oui, alors juste je précise, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de filles, s'orientaient plus vers les danses debout, n'en demeure pas moins qu'elles restent minoritaires dans les danses debout du hip-hop. C'est-à-dire qu'on les retrouve moins en break qu'en danse debout, mais en danse debout, il y a toujours plus de garçons que de filles. Voilà, je voulais préciser. Dans les années 90-2000, alors bon, peut-être que certains commentaires me diront le contraire, mais mon expérience perso, c'était très 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 peu de filles quand même sur les danses hip-hop. Très très peu. Peut-être plus aujourd'hui, je pense, à part l'arrivée de courants aussi, qui sont peut-être un peu différents, mais à l'époque c'était vraiment très masculin, très très masculin. C'était les filles au jazz. Ouais, moi j'aurais adoré faire du hip-hop, mais je me suis jamais lancée parce que je me disais non mais c'est trop un truc de gars. Ah oui, ouais. Mais j'aurais adoré en faire. Et du coup je trouve ça chouette à la Jaden parce que justement on sent que t'as plein d'influences et des fois il y a des gestes et certains mouvements qui font penser au hip-hop, et ça c'est chouette du coup. Moi je définis le concept de Jaden Fitness comme concept de danse fitness axé sur les danses urbaine au sens assez large. Je sais qu'on avait eu un peu la discussion danse urbaine et hip-hop avec Coralie, on pourra peut-être l'expliquer, mais assez large. Mais effectivement, plus spécifiquement le hip-hop, notamment dans le rapport avec un centre de gravité assez bas, le rapport au sol, etc. On est le maintien du port de bras, de tête, etc., qui est très différent de celui du jazz. Et c'est toute la richesse. Toute la richesse parce que on en a parlé tout à l'heure. La danse, c'est la théâtralité. Et lorsque tu rentres dans un style de danse, tu rentres déjà dans un type de personnage.
C'est vraiment, je vais faire la comparaison avec le théâtre. Avant même le fond de la pièce, de ce qu'elle va raconter, de comment tu vas la jouer, tu rentres déjà dans une époque, dans un style. Est-ce que tu vas être sur une pièce de Molière, donc déjà tu es ancré dans une époque, ou est-ce qu'au contraire tu vas être sur une pièce très contemporaine? La danse, c'est la même chose. À partir du moment où tu rentres dans un style de danse, tu prends déjà un costume, tu enfiles déjà un costume. Et après, derrière, tu vas raconter une histoire qui peut être identique, avec des costumes différents. Tu peux raconter l'amour, tu peux raconter ce que tu veux. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que c'est hyper intéressant d'emmener les gens dans le théâtre, dans des mondes différents, via des danses différentes. Et comme ma culture à moi personnelle, elle est à la fois sur les danses jazz et en même temps sur les danses hip-hop. Aujourd'hui, on appelle ça un peu le street jazz, d'ailleurs. Voilà. Je suis content de vous faire partager ça, et que tous les profs de J-Dance vous fassent partager ça. C'est assez cool, vraiment. Alors sur la notion de danse urbaine, effectivement, c'est une catégorie d'action publique. Les politiques publiques travaillent sur les danses urbaines, etc. Termes repris dans les médias, dans la com, etc. Mais moi je l'ai utilisé tout à l'heure en début de podcast. Mais sociologiquement, ça ne veut rien dire. Danse urbaine, sociologiquement, ça ne veut strictement rien dire. On parle de danse hip-hop. Hip-hop étant une culture. Avec des valeurs, avec des pratiques, etc. Donc par rapport au lien avec J-Dance, si tu pouvais un peu approfondir, faire le lien en fait entre finalement la culture hip-hop qui promeut le freestyle et les freestyles qui sont proposés dans tes cours, parce que là il y a vraiment un lien sur cette notion d'improvisation, de connexion à soi, etc. Ouais, en fait, vraiment, il y a une approche purement technique. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'expliquais, c'est-à-dire un centre de gravité plus bas, une façon d'attaquer le pas aussi, avec des chaussures ou sans chaussures. Déjà, quand tu fais une danse à la base académique, où soit tu n'as pas de chaussures, soit tu as des chaussons spécifiques, c'est très différent que d'attaquer un sol de bitume avec des baskets. C'est très très différent en termes d'approche de danse. Donc ça permet d'ouvrir sur d'autres choses, d'autres types de pas. Donc déjà, techniquement, il y a une approche qu'on va aller chercher, nous, avec les baskets, qui nous vient aussi du fitness. Mais bon, le fitness, c'est beaucoup inspiré aussi de la danse et de l'évolution de la danse au travers des 40 dernières années, on va dire ça comme ça, donc forcément une influence assez hip-hop. Et puis derrière, tu as raison, il y a ce côté aussi freestyle au sens très large du terme, c'est-à-dire je fais un peu ce que je ressens. Et nous, on revendique énormément ça. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de liberté de mouvement. Alors oui, évidemment qu'on va placer l'ensemble de la chorégraphie ensemble à droite, ensemble à gauche, etc., pour qu'on puisse avoir une uniformité et puis que ce soit pas trop le bazar. Mais en même temps, dans ce même mouvement, chacun est libre de placer son bras, son émotion déjà, et donc son corps de façon un peu différente. Donc on revendique complètement cette liberté freestyle en J-Dance. Et au contraire, moi, c'est vraiment une des choses que je répète et que je dis aux gens, vous êtes là pour lâcher prise. Et lâcher prise, c'est aussi pas se dire il y a un objectif absolument de perfection, surtout pas. C'est pas grave, tu vas ramener ta perfection, le prof il va te guider, il va essayer de t'emmener plus loin, plus haut, t'aider techniquement, physiquement, mais au final, vas-y, lâche-toi, quoi. Et ça, je pense qu'on retrouve ça vraiment avec les danses hip-hop, je pense. Mais complètement, parce qu'en plus, les professeurs de danse hip-hop l'expliquent bien, ils donnent les bases et ne veulent absolument pas en plus qu'on les copie dans leur style. Donc ils donnent les bases et après c'est aux danseurs de trouver leur propre style. Là ça ressemble beaucoup puisqu'il y a cette dimension d'expression de soi, de lâcher prise, de créativité par rapport au mouvement que tu donnes et les gens peuvent se le réapproprier. Ça c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas une seule manière de danser. En plus en fonction des corps, personne ne peut réussir à faire le même mouvement que quelqu'un qui nous montre un mouvement. Parce qu'on n'a déjà pas le même corps. On n'a pas le même centre de gravité, comme tu disais, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas copier de façon en mimétisme total le professeur. Et même si on essayait, on n'y arriverait pas. Là, c'est vraiment important et ça rejoint en fait les danses hip-hop sur cette question là du freestyle. Voilà. Ça me fait plaisir.
Vraiment, ça fait plaisir, Coralie. Vraiment, c'est cool. Parce que c'est vraiment l'objectif aussi de ça. Là, on a un petit peu divergé sur J Dance Fitness et le hip-hop, mais c'est vraiment l'objectif. Et puis, se lâcher prise. Je pense qu'en vrai, alors, encore une fois, c'est purement constructif. C'est pas du tout une critique négative, mais les danses académiques, c'est extraordinaire. Sur la rigueur, justement, sur les objectifs physiques et techniques, on sait que si on veut être danseur de ballet, bah oui, il va falloir une rigueur incroyable et une perfection incroyable du mouvement. Mais on veut, nous, sortir un petit peu de ça. Non pas nous ne sommes pas rigoureux, mais on veut pouvoir laisser un peu les gens s'exprimer avec leurs compétences physiques, avec leurs corps, qui sont différents, alors qu'on sait que pour certains niveaux de danse académique, il faut des corps un peu assez particuliers. On sait que c'est que du sport de haut niveau, c'est très très différent, on n'est pas du tout dans la même approche. Alors que là, non, au contraire, on accepte tous les styles, tous les corps. D'ailleurs, en hip-hop, on voit, tu parlais tout à l'heure de surcharge pondérale, on a vu beaucoup, et notamment aux États-Unis, on a vu beaucoup de gens arriver avec des surcharges pondérales importantes, parfois malheureusement graves même, donc attention, pour la santé, il faut essayer de maîtriser ça, mais qui malgré tout arrivaient à s'exprimer en danse, et notamment dans hip-hop. C'était vraiment génial, quoi. Et qui sont des danseurs et danseuses exceptionnels. Incroyable, incroyable. Dans des compétitions internationales. Exactement, incroyable. Donc non, c'est super intéressant. On va recentrer, on va peut-être un peu terminer avec le côté bien-être, un peu psychologique, santé mentale. Voilà, aujourd'hui, là, on a présenté le fait que la pratique physique régulière permettait une amélioration de la condition physique et psychologique. Donc ça, c'est vraiment important, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce podcast. Et toi, Pauline, est-ce que tu voudrais un peu soit donner des conseils, peut-être conclure ou... Déjà, merci encore une fois à toutes les deux pour vos expériences personnelles, parce que c'était vraiment très intéressant. Vraiment, c'est super cool. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Comment est-ce que tu as envie de conclure tout ça ? Non, pour rebondir sur ce qu'a dit Coralie aussi, sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est si on aime le sport et si on aime la danse, faut y aller, faut plus se poser de questions, faut trouver les moyens de pouvoir le faire pour s'exprimer. Et puis, et si on ne s'est pas encore lancé et qu'on n'ose pas, oser en fait. Dans la vie, il faut oser en fait. Des fois, on dit t'as de la chance, mais en fait, la chance, ça se provoque. Donc, provoquer cette chance-là de pouvoir faire du sport et de la danse. C'est bien ça. C'est un beau message. Et en plus, on se fera des amis. Comme le disait très bien Coralie, c'est se raccrocher aux choses qu'on aime et les faire, en fait. Se forcer à... Même, en fait, naturellement, on n'a pas besoin de se forcer si c'est des choses qu'on aime, mais se dire, ça fait longtemps que je veux le faire, pourquoi je le ferais pas maintenant que j'ai du temps, que j'ai besoin de temps pour moi, ou ça, au contraire, je le fais un peu, il faut que je m'y remette à fond, parce que ça va me faire du bien à mon corps et à mon mental. Faut vraiment, je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment essayer d'être positif en fait. Quoi qu'il arrive, le positif apporte le positif, et à l'inverse, le négatif amène le négatif. Faut s'entourer de gens positifs et d'éléments positifs et de sources positives. C'est en fait finalement c'est un peu un mantra, un petit peu de se dire il faut se répéter du positif. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, parce que moi, encore une fois, je prends mon exemple, c'est celui que je connais le mieux. Moi, je me lève chaque matin en me disant mais qu'est-ce que c'est fabuleux la vie. Et je n'y ai absolument rien. C'est-à-dire que ça fait 40... c'est beaucoup trop ça. Ça fait bientôt 46 ans que je me réveille le matin en me disant « Oh, c'est chouette la vie, c'est cool ». Et c'est une chance évidemment incroyable, mais je n'y suis pour rien. Et l'inverse, pareil, on n'y est pas forcément pour quelque chose, donc il faut essayer de se dire les choses de façon très très positive, quoi. En tout cas, votre message, il a été très positif aujourd'hui, à toutes les deux. Vraiment, c'est vraiment super cool, vraiment super positif. Mais tu vois, on en parlait avec Lilian, c'était quand ? C'était ce week-end chez toi, Bastien. On parlait du fait de prendre du temps pour soi, et on disait mais parfois on dit il faut que je prenne du temps pour moi, mais c'est plus par obligation, parce qu'on va pas bien, et on le fait pas vraiment de manière naturelle. Et en fait, dans ces obligations, on cherche du coup du bonheur. En fait, on cherche les choses qui nous font du bien, les choses qui nous stimulent, mais on a tendance à mettre de côté la réelle source du problème. Et du coup, on prend pas les décisions qu'on devrait prendre, et du coup, on cherche ces petites choses de bonheur, mais il faut faire attention à pas
À pas mettre de côté le problème. Exactement. Ça revient, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y a certaines filles qui viennent beaucoup à mes cours parce qu'elles ont des vrais problèmes dans la vie, de couple, Comme etc. échappatoire. Mais comme un échappatoire, et que finalement, elles laissent un peu pourrir la situation à côté parce qu'on a nos 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine qui nous permettent de tout oublier. Il y a un moment où je pense que, tu vois, là, en l'occurrence, t'as pas vraiment eu le choix, mais je pense qu'il faut prendre les choses en main. Et si ça va pas dans ton couple, si c'est la galère, si tu rentres le soir en te disant, de toute façon, cet homme ou cette femme, je ressens plus grand chose à part un petit attachement parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais c'est pas grave, j'ai mon cours de Mais c'est J-Dance, pas grave, j'ai mon cours de J-Dance, c'est ça, et je vais voir mes copines ou autre chose, hein. Ça peut être la soirée entre copines où on prend un petit verre ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'il y a un moment effectivement. Il faut pas négliger la source du et problème. puis il y a un moment, si on doit se séparer, il faut se séparer. Bah ouais, c'est triste, mais effectivement. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit si triste par contre, tu vois. Non, Moi, comme on disait, c'est un moment difficile à passer, même si c'est une décision commune. Mais après, oui, ça peut amener que du positif. Je sais pas, peut-être que Coralie, toi, tu en sais plus que nous par rapport à ça, mais j'imagine que les jeunes générations ont moins de mal avec la séparation et ont moins de mal avec le fait d'admettre qu'à 20 ans, de se dire, bon, je vais avoir probablement une première aventure de X années avec cet homme, puis il y en aura probablement une deuxième avec un autre homme, etc. Il y a peut-être plus d'acceptation par rapport à ça aujourd'hui. Avec l'évolution sociétale, l'autorisation du divorce, etc. On remonte des décennies en amont, mais avant c'était interdit de divorcer. Et petit à petit, on est rentré dans une société aussi de consommation. Ça va pas, je jette et puis je vais voir ailleurs. Ça peut être aussi des effets pervers auxquels il faut faire attention parce que rien n'est tout beau, tout rose toujours dans un couple et je pense qu'il peut y avoir, grâce à la communication et des efforts des deux côtés, des belles améliorations. Et donc pas forcément conduire à une rupture, notamment si le conjoint, il peut y avoir des conjoints qui ont des problématiques psychologiques, psychiatriques, d'addiction. Il y a plein de cas différents qui fait qu'on ne peut pas généraliser sur la question. Et si on aime son conjoint et qu'on souhaite l'aider dans sa reconstruction ou se soigner, etc., ça peut être des moments difficiles aussi. Et là, je pense que oui, les gens n'ont pas forcément, par amour, en fait, envie de quitter leur conjoint et restent dans cet entre-deux de « je ne suis pas bien, mais je reste quand même ». Et je pense que ça peut être socialement acceptable si on part du principe qu'on n'est pas forcément tenu d'être dans une société de la consommation. Ça va pas, je passe à autre chose. En fait, on a les deux aspects, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, faut pas se dire dès le départ, de toute façon, je vais prendre que les bons moments. On sait que dans un couple, il y en a aussi des mauvais. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vu beaucoup trop de femmes dans ma vie et dans ma carrière qui ont accepté de zapper complètement leur vie de femme, complètement. Parce qu'elles avaient 2 heures de danse et puis c'est pas grave, elle reste à la maison. Mon mari je vais prendre des exemples très concrets, mon mari ne me touche plus depuis des mois ou ne me regarde plus, ou la communication, on a chacun nos activités de toute façon, donc et le week-end le moins possible. Il y a un moment donné, je pense qu'on peut avoir la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ton cas en l'occurrence Pauline, avec qui ça se passe incroyablement bien. Oui, c'est ça. C'est le degré d'acceptabilité en fait, je sais pas si ça se dit. Si, oui, je comprends. Parce que évidemment, une femme qui se fait battre par son mari, je lui donnerai jamais le conseil de vas-y, persiste pour voir si ça va aller mieux. Non, là, il y a vraiment des limites légales, juridiques, etc. À un moment donné, quand on est en danger, quand on sent sa vie en danger, évidemment, il ne faut pas rester. Ça, même avant ça, la violence, ça peut être psychologique aussi. Ça peut être des violences. On en voit aussi, dans les deux sens d'ailleurs. Attention, c'est pas toujours les hommes contre les femmes. Il y a aussi j'ai vu des hommes qui étaient très mal dans leur couple parce que pour des raisons psychologiques aussi. Violence verbale, notamment. Bien sûr. Ouais, vraiment. Le fait de rabaisser la personne, violence psychologique, manipulation psychologique aussi. Bien sûr. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, faut se poser la question. Ouais. C'est plus difficile avec des enfants de se séparer. Par contre, c'est là où c'est plus compliqué en fait. Souvent c'est un frein. Et puis les biens communs, la maison, la maison qui est achetée en commun, il y a ça aussi. Tu avais une maison ? Oui, c'est ça, j'ai entendu tout à l'heure. J'avais fait construire une maison. Ouais. Le partage des animaux aussi qui peuvent poser problème des fois. C'est vrai.
J'ai déjà entendu des gardes alternées de chiens ou chats. Moi, je l'ai fait un tout petit peu au début. Moi, j'ai jamais vraiment été avec la maman d'Eva. C'est un bébé surprise. Donc, mais elle le sait, et puis tout se passe très très bien. Mais c'est un peu différent. Mais au début, on a quand même tenté quelques mois, se dire vu qu'il va y avoir un bébé, on peut peut-être. Puis ça s'est pas bien passé évidemment. En tout cas, pas comme il le fallait. Et oui, après pendant un moment, quand je reprenais la fille, je reprenais le chien en même temps. Mais c'était pas vraiment le mien. C'était pour des raisons pratiques. Mais ouais, c'est assez rigolo. Tu mettras pas ça. Mais ouais, c'était assez rigolo ça. Non, moi un peu en off encore. Moi, je fais partie de ces gens qui ont trop été auprès de femmes. Et là, je parle de femmes qui subissent leur couple, quoi. Mais vraiment, qui subissent leur couple. Pas forcément par violence psychologique ou physique, mais juste parce qu'elles ont plus de vie de femme, quoi. Le rapport au corps, on en parlait avec la danse. Quand je pense que le meilleur un peu rapport au corps qu'on puisse avoir, c'est soit avec soi-même déjà, et dans un deuxième temps, c'est son conjoint avec soi-même quand même. Je pense que si on n'est pas valorisé physiquement par son conjoint, c'est quand même quelque chose en moins qui est quand même un peu compliqué. Je pense qu'il faut aller vers quelqu'un qui au moins va te valoriser physiquement, quoi. Par des gestes, par des actes, par des relations sexuelles, si tout se passe bien, attention. Et aussi par des compliments, par tout ça. Enfin, ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. En tant que femme, comme en tant qu'homme, d'ailleurs. Voilà, comme en tant qu'homme. Ouais. C'est difficile de se faire aimer quand on s'aime plus soi-même aussi. Ah, mais par contre, ça, t'as raison. Ça, c'est vrai, totalement. Je pense qu'on cherche un peu l'amour de soi à travers l'amour de l'autre. Oui. Mais c'est moi que j'aime à travers vous. C'est une chanson de Robert Choussès. Confidence pour confidence. Mais oui, t'as raison. Mais c'est sûr, ça, c'est certain. Et en même temps, la danse aide à ça. La danse va permettre de mieux s'aimer. Clairement, on en a parlé la semaine dernière, donc c'était pas le but de revenir là-dessus. Mais t'as vu, on a parlé de sexualité. La danse par rapport à la sexualité, c'est hyper intéressant parce que comme on se retrouve, on se touche, on s'aime plus, forcément, ça relance la libido, non seulement physiologiquement, les hormones de désir et de plaisir, mais aussi psychologiquement, ça c'est sûr. Il faudra faire des études plus poussées là-dessus, sur le rapport. La danse, c'est finalement une forme de thérapie. C'est une foutue thérapie, c'est incroyable. C'est une thérapie. Ouais. C'est incroyable, incroyable. La scène, déjà, est une thérapie. Ça, je ne mets pas mes élèves dedans, je mets plus les gens qui sont sur scène, donc ma vie depuis 25 ans. La scène, déjà, est une thérapie. Le théâtre, peu importe, c'est un truc de fou, pour s'aimer. Tu vois, les gens qui sont sur scène en général, je vais parler des artistes que je connais bien pour en être un, mais je vais également parler plus généralement des politiques, etc. C'est des gens qui ont besoin d'amour. C'est une recherche d'amour. Vraiment. Et dans le hip-hop, il y a beaucoup de profils. Dans mon étude que j'ai faite auprès des big girls, des filles qui font du break, beaucoup de profils de filles timides, très timides, et qui se sont lancées dans la danse pour justement vaincre cette timidité. Et il y a beaucoup de profils comme ça, en fait, dans ce milieu. Ça m'étonne pas du tout, ouais. Et donc, de travailler la confiance en soi, l'exposition aux autres, etc. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'élèves qui sont relativement timides, également, c'est vrai, qui, une fois lancés, voilà, Pauline n'est pas forcément quelqu'un d'ultra exubérant dans la vie, et en fait, une fois lancée, c'est super, c'est génial. Et c'est vrai qu'il y a deux personnes. Et souvent, moi, les gens, par rapport à l'artiste de scène, les gens te disent « Ah, mais t'es comme ça dans la vie ». Non, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de relativement normal, on va dire. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité. Mais bon, j'arrive à parler sans raconter une connerie toutes les 10 secondes. Sinon, ce serait horrible et ce serait impossible pour les gens. Si vous aviez le mec de scène dans la vie de tous les jours, tu te dirais « Mais il est insupportable, ce gars, c'est un vrai connard ». Et non, on a vraiment des personnages, quoi. Et ces personnages qui sont des personnages exutoires, vraiment. Vraiment, et qu'on soit en bas de la scène ou sur la scène, c'est des moments où on ressort des choses en nous qu'on a besoin de faire sortir, et voilà, c'est exutoire, quoi. C'est un bonheur, d'ailleurs, c'est un vrai bonheur, c'est pour ça qu'on est si bien après, pendant, parce qu'on joue des rôles, parce que quand on fait du girly style, et vous êtes Beyoncé, quoi. Et c'est super d'avoir ces rôles. Et moi, pareil, moi je suis sur scène, je suis Gad Elmaleh, c'est chouette. Gad Elmaleh, je suis un peu plus drôle que Gad Elmaleh, quand même. Et puis plus on est épanoui soi-même sur scène, plus on donne de l'énergie positive aux spectateurs. Ah mais ça, tu vois, là ça c'est peut-être que, je sais pas si on pourra l'intégrer, mais l'échange d'énergie entre les élèves et les profs, c'est une vraie interaction. C'est-à-dire que moi j'arrive et effectivement mon rôle à moi, notre rôle de prof, c'est d'arriver avec beaucoup d'énergie, de positivité. D'ailleurs j'arrive avec, j'ai beaucoup de standards, de protocoles au départ, j'arrive de la même façon, je me place d'une certaine façon, je dis les mots, etc. au départ, qui me permettent d'être dedans pour balancer de l'énergie. Et j'ai un retour. Et si j'ai pas ce retour-là,
accroche-toi. Hein. Et c'est vraiment un échange entre nous. Hein. Et parfois, moi, des fois, je me sens un peu moins en forme, c'est normal, tu vois. Et je pense que les gens peuvent le ressentir, quoi. Et mon objectif, c'est vraiment de dire, il faut que jamais les gens ne ressentent que dans la journée, j'ai appris une mauvaise nouvelle, que ma copine m'a largué, que ma fille est pas en forme, ou tu vois. Il faut pas qu'ils le ressentent, ça. Il faut que j'arrive sur scène et que... C'est le principe de la loi de l'attractivité. Ah, voilà, exactement. Les échanges de bonnes énergies. C'est ça. Très très bien, chacun sa religion. Tu attires... Non, attends, c'est quoi ? Tu attires... Tu attires le positif en donnant du positif, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Merci, sincèrement, merci beaucoup à toutes les deux. Merci également à Flavie et Louise. Juste, on était en compagnie de Coralie Lessard, enseignante-chercheur à l'université IFEPS UCO Angers-les-Ponts-de-Cé. Merci en tout cas pour Merci pour l'invitation. Vraiment, c'était très enrichissant. C'est vraiment super cool. Et nous étions avec Pauline Chauvelon qui est venue, qui est à l'occurrence, tu es assistante de direction, mais tu n'es pas venue dans ce rôle d'assistante de direction. Non, pas du tout. Non, pas particulièrement, mais en tant que maman épanouie, ça nous a fait plaisir. Merci pour ce témoignage, encore une fois, très poignant. C'était vraiment super cool. Et donc, en tant qu'élève de J-Dance Fitness. Et on vous retrouve tout l'été, évidemment, en cours et en podcast. Merci également de m'avoir fait confiance. Merci Flavie, merci Louise. Merci à Bastien également qui est derrière la caméra et qui va passer encore des heures à monter ses podcasts. Alors qu'il a déjà tellement de choses à faire. Et merci à toutes les équipes J-Dance Fitness. À très très bientôt pour un prochain épisode de podcast Le Point J.